Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Lironor et sur ma chaîne on parle de littérature et principalement de littérature avec de la représentation LGBTQIA+. Et aujourd'hui, vous avez dû le voir dans le titre, on va parler de ces autoristes classiques qui étaient queer. Avant de commencer, bien sûr, je vais vous expliquer un peu ce que le mot queer veut dire. Queer était à la base une insulte qui voulait dire étrange, chelou, bizarre, et qui était une insulte envers les personnes de la communauté LGBTQIA+. Ce temps est révolu puisque nous avons décidé de nous réapproprier ce terme et maintenant queer désigne toute identité appartenant à la communauté LGBTQIA+. Je vais vous parler d'auteuristes classiques qui étaient queer. Bien sûr, à l'époque, ce mot n'était pas utilisé. D'ailleurs, le mot hétérosexuel n'est apparu qu'à partir du début du XXe siècle, donc c'est pour vous dire. L'histoire a très souvent effacé cette part d'identité de nos autoristes classiques et aujourd'hui je voulais vous en parler. Étant moi-même une personne queer, je me suis beaucoup intéressée à l'histoire LGBTQIA+, et étant une personne passionnée par la lecture et la littérature, j'en suis venue à découvrir des autoristes queer. Je vais vous en parler et vous présenter quelques autoristes classiques, et si vous voulez d'autres parties, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai des listes et des listes et des listes et des listes qui n'en finissent plus. Les historiens ont trop souvent effacé l'identité LGBTQIA+, des autoristes ou des personnes célèbres, effaçant ainsi une partie de leur identité et ça nous fait perdre quelque part de leur écriture. Bien sûr, certains auteurs, autrices ont effacé eux-mêmes cette part d'identité parce que c'était quelque chose de très réprimé à l'époque, mais aujourd'hui il est temps de leur rendre cette part d'identité qui est très importante dans la vie d'une personne et ainsi de comprendre la profondeur de leurs romans, comment leur identité s'exprime dans ces romans et dans leur écriture, mais également comment elles parlent de leur identité de façon peut-être un peu cachée dans les livres qu'elles écrivent. Personnellement, découvrir tous ces autoristes classiques qui partageaient une part d'identité avec la mienne, qui faisait donc partie de l'histoire de ma communauté, a été quelque chose de très bénéfique dans ma vie et dans l'acceptation de mon identité. La représentation a joué un grand rôle et aujourd'hui je suis très fière et je suis fière de vous présenter ces autoristes classiques. Découvrir l'identité de ces auteurs, de ces autrices m'a permis de découvrir aussi la littérature classique. Comme beaucoup de personnes en France, ce sont des livres que j'ai lus au collège, au lycée, que je n'ai pas forcément apprécié, surtout les livres de prépa. Et aujourd'hui, à mon grand âge qui est de 29 ans, je redécouvre ces pépites. Ça fait quelques années que je commence à apprécier la littérature classique et à en voir un côté totalement différent de ce que je pensais. J'en suis même venue à aimer les analyser. Il faut savoir que c'est en lisant Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon que j'ai commencé à comprendre qu'il était possible de ne pas être hétérosexuel et que c'était ok et que c'était normal. Et depuis je vous parle de littérature avec de la représentation LGBT parce que c'est la représentation à moi qui m'a apporté des réponses et j'espère que ça vous aidera. Ou si vous êtes une personne totalement cis-hétéro, bienvenue, installez-vous et peut-être que vous allez découvrir de nouvelles choses, avoir envie de lire d'autres livres. Tout le monde est le bienvenu sur ma chaîne. Pour cette première vidéo, j'ai sélectionné un auteur américain, une autrice anglaise et deux autrices françaises. Je vous mettrai toutes les sources que j'ai utilisées dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller les voir. Il y a également des livres, des films, des séries que j'ai regardées et qui m'ont donné beaucoup d'informations. Petit disclaimer, je ne suis pas professionnelle et c'est juste ma passion qui parle et mes heures de recherche. Si vous avez vu mes derniers vlogs, vous avez peut-être entendu parler de George Sand. George Sand est une autrice du début du 19e siècle et a énormément marqué son époque. Elle s'est battue contre la misogynie de l'édition, contre ces hommes qui lui disaient qu'une femme ne pouvait pas écrire et elle a publié plusieurs dizaines de romans de son vivant. Et ça, on valide, toujours une reine.
C'est une autrice très féministe qui a notamment dénoncé le mariage arrangé, le fait que les femmes n'aient pas le droit à l'amour dans leur mariage et qu'elles soient désignées comme l'objet de leur mari. Elle voulait l'égalité entre l'homme et la femme dans le mariage et ça a été une de ses causes principales. Jusqu'en 2012, les femmes n'avaient pas le droit de porter le pantalon, mais George Sand a eu l'autorisation du préfet pour monter à cheval et elle se baladait en pantalon à fumer le cigare avec les hommes. George Sand a réussi à obtenir le divorce de son mari, chose qui était totalement interdite à l'époque. Elle a eu de nombreux amants, mais aussi des amantes, la plus connue étant Marie Dorval qui était comédienne et actrice et qui jouait dans des pièces comme celle de Dumas ou de Victor Hugo. George Sand s'est émancipée des hommes, elle aurait potentiellement tenu des discours comme « je ne suis ni homme ni femme ». On pourrait sentir un petit peu de non-binarité et ça. Le premier livre que George Sand a écrit c'est Indiana, où elle dénonce bien sûr la violence du mari, le mariage un peu forcé et arrangé où il n'y a aucun amour et où la femme appartient totalement à son mari. Pour écrire ce roman, elle s'est inspirée de sa vie, de son mari, de son amant, de sa personnalité à elle. Bien sûr, la fin n'est pas du tout pareille, les personnages ont également leur propre personnalité. Et ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que George Sand dit les choses. Elle n'y va pas par quatre chemins, elle fonce. Elle vous dit exactement ce qu'elle a envie de vous dire. Il n'y a pas de message caché où il ne faut pas lire entre les lignes. Elle dénonce carrément le comportement des hommes. À la vue de tous, allez c'est parti. Ce roman, lorsqu'il a été publié, a été très populaire, très vendu, et lorsqu'on a su que c'était une femme qui l'avait écrit, ça a fait énormément de polémiques, ce qui a encore plus ramené les gens pour le lire. Comme quoi, le bad buzz, ça fonctionnait aussi à l'époque. J'ai aussi un autre livre dont j'aimerais vous parler, c'est Gabrielle, qui est une pièce de théâtre qu'elle a écrite beaucoup plus tard. Dans cette pièce de théâtre, on suit donc Gabrielle qui va flirter avec la transidentité et la non-binarité. Il faut savoir que Gabrielle est un homme dans la première partie du roman, puis une femme. Gabrielle change même l'écriture de son prénom et devient 2LE. Gabrielle avec un seul L, et sur la page d'après, Gabrielle 2LE. On change également de pronom quand on parle de Gabrielle, et ce que j'ai aimé c'est que Gabrielle finalement ne trouvera jamais son identité et dira que elle n'est ni homme ni femme. Bien sûr, George Sand ne s'arrête jamais de dénoncer le comportement misogyne des hommes et c'est également dénoncé dans ce roman. Il faut savoir que je l'ai lu en une après-midi, que j'ai adoré, que j'ai aussi annoté. Je vais essayer de vous trouver une petite citation que j'avais beaucoup aimée. Tu m'as fait redevenir femme, mais je n'ai pas tout à fait renoncé à être homme. Il me semble toujours que je suis quelque chose de plus qu'une femme et aucune femme ne peut m'inspirer ni aversion, ni ressentiment, ni colère. Un autre personnage qui s'appelle Astolphe, je pense que je l'ai bien prononcé, dit à Gabrielle dans une de ses répliques « Toi qui n'es pas à moitié homme et à moitié femme, comme tu le crois, mais un ange sous la forme humaine. » Moi qui lis très peu de théâtre et qui en ai lu qu'à l'école et qui a commencé à lire du théâtre via le book club de Maxime Biaggi, j'ai adoré découvrir cette pièce. Je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas qu'il était possible de retrouver de la non-binarité ou de gender non-conforming dans un roman classique. George Sand a adoré jouer avec les genres et par exemple dans Lélia, c'est une femme qui joue le Don Juan et dans André, c'est un homme qui est frêle, fragile, amoureux, un peu tout ce qu'on prêtait aux femmes. Direction l'Amérique pour vous parler de James Baldwin. James Baldwin est né dans la première partie du XXe siècle et a marqué son époque notamment pour son militantisme antiraciste et anti-homophobie. Il s'est notamment associé au combat Black Power avec Martin Luther King, mais il a fini par quitter les États-Unis pour vivre pleinement son identité et écrire ses livres.
Le livre que j'ai lu de James Baldwin et qui est probablement son plus connu, c'est La chambre de Giovanni. Dans ce roman, on suit David qui est parti en France, à Paris, pour un peu fuir sa fiancée Hela, et il va y découvrir Giovanni et va se lier d'amour à cet homme. Dans ce roman, David va explorer son identité et découvrir sa bisexualité parce que oui, il aime Hela, mais il a également aimé Giovanni. J'ai trouvé ce livre très poétique et très beau, mais aussi très intense et très dur dans certains aspects. Bien sûr, James Baldwin y explore d'autres choses et dénonce notamment la misogynie des hommes. Je vais vous lire une petite citation. Les hommes peuvent bien être à la merci des femmes, je crois que les hommes aiment cette idée qui flatte le misogyne en eux. J'ai également adoré me balader avec David et Giovanni le long des rues parisiennes, j'ai aimé la façon dont c'était écrit. J'observais ce Paris absurde, aussi chaotique sous le soleil brûlant que le paysage de mon cœur. On dit Paris, ville de l'amour. Bref, j'ai adoré voir le Paris sous les yeux de James Baldwin et James Baldwin a été un gros coup de cœur. Je vais également vous citer 2 autres titres. Un autre pays de James Baldwin qui est dans ma palle et Harlem Quartet. J'arrive jamais à le prononcer, c'est un petit pavé. Ces livres sont traduits en français, moi je vais commencer à les lire en anglais, mais bon, ça c'est juste parce que je suis crazy. Dans le livre Un autre pays, James Baldwin va explorer le lien entre être noir et homosexualité et la dichotomie de la chose et comment ça s'entremêle. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Il faut savoir que c'est aussi dans ma pile prioritaire et que c'est un achat que j'ai fait très récemment parce que ça fait des années que je veux le lire. Voilà. Et maintenant que j'ai le niveau en anglais qui me permet de comprendre directement pour avoir la plume de l'auteur, j'ai très hâte. Retournons en France avec une poétesse que j'admire énormément, qui est Renée Vivien. Renée Vivien est née à Londres mais a très vite déménagé à Paris et a écrit en français toute sa vie. Si son nom sonne quelque chose dans votre oreille, elle a été notamment l'amante de Nathalie Clifford Barnett qui tenait un salon littéraire au début du XXe siècle à Paris et qui a eu énormément d'amantes et qui a fait très mal à Renée Vivien quand elles se sont séparées. De cette séparation avec Nathalie Clifford Barnett, Renée Vivien a écrit Une femme m'a paru. C'est une fiction, mais le personnage principal est très inspiré de Nathalie Clifford Barnett qui collectionne un peu les amantes et c'est ce qu'elle est en train de lui dire dans ce livre. On retrouve une plume très poétique dans Une femme m'a paru parce que Renée Vivien écrit à la base des poèmes. Poème choisi est l'un de mes recueils de poèmes préférés. Renée Vivien y parle d'amour lesbien, mais également de solitude et de détresse, parce que Renée Vivien a été en proie à une très violente dépression et des troubles du comportement alimentaire qui ont valu sa mort assez prématurément. Et il faut savoir que quand elle est décédée, Nathalie Clifford Barnett était très triste et elles sont maintenant enterrées côte à côte. Je vais vous lire une partie du poème Le Toucher qui est un de mes préférés. Les arbres ont gardé du soleil sur leurs branches, voilés comme une femme, évoquant l'autre foi. Le crépuscule passe en pleurant, et mes doigts suivent en frémissant la ligne de tes hanches. On surnommait Renée Vivien la Sappho de Paris, la Sappho 1900, notamment parce qu'elle a traduit certains poèmes de Sappho, qui est une poétesse grecque de l'Antiquité qui écrivait des poèmes pour les femmes. Sappho habitait l'île de Lesbos qui a donné son nom aux lesbiennes et Sappho a donné son nom aux saphiques. Le mot saphique était utilisé pour désigner les femmes qui aiment les femmes, mais c'est également aujourd'hui un terme parapluie qui désigne toute femme qui aime une femme, que ce soit une personne lesbienne, bi, pan, omni, etc. Et c'est pour ça qu'on surnommait Renée Vivien la Sappho de 1900. En fait, je vous donne une autre petite figure littéraire au passage. Donc les poèmes de Sappho, on n'a que des fragments parce qu'ils ont été brûlés, ils ont été détruits pour la plupart. On n'a plus que des petits morceaux, mais qui sont toujours très agréables à lire. Dans cette édition-là, il y a également le texte en grec, ce qui est très intéressant pour moi qui ai fait du grec ancien, qui ne me rappelle absolument plus de rien du grec ancien, je ne sais que le lire et je ne comprends plus rien, donc je fais totalement confiance à Renée Vivien pour cette traduction.
Pendant une période, j'ai été très passionnée par le début du XXe siècle que j'ai surnommé The L-Word du début du XXe siècle à Paris parce que je vous dis, machin était l'amant de machin, bref, elles étaient que de bonnes amies. Nous partons maintenant en Angleterre à Londres pour découvrir Virginia Woolf. Vous avez peut-être lu Mrs. Dalloway au lycée, ici j'ai un exemplaire en anglais, sans savoir que Virginia Woolf était queer. Il faut savoir que Virginia Woolf a entretenu une liaison assez longue avec Vita Sackville-West qui était connue pour être ce qu'on disait à l'époque saphiste. C'est comme ça qu'il disait en anglais. En gros, elle aimait les hommes et les femmes, bisexualité, pansexualité. Un des livres qui m'a le plus marqué et ému de Virginia Woolf, c'est Orlando, que j'ai ici dans sa version française, mais je l'ai lu en anglais. Donc je ne peux pas vous parler de la traduction, mais il faut savoir qu'au début du roman, Orlando est un homme et tout le monde interagit avec lui comme si c'était un homme. Et dans la deuxième partie du roman, elle devient une femme et tout le monde interagit avec elle comme si c'était une femme. Virginia Woolf traite ainsi de genre et dénonce également le traitement misogyne envers les femmes. J'ai trouvé ça très bien écrit et très intéressant, surtout qu'Orlando vit plusieurs siècles et traverse les siècles, donc on peut voir comment les autres personnes interagissent avec Orlando finalement, avec lui. Nous pouvons également prendre connaissance de la condition des femmes à l'époque, mais aussi de la condition des hommes, c'est-à-dire de comment eux ils étaient bien tranquilles. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on le voit aussi à travers les yeux d'Orlando, qui a d'abord vécu comme un homme, et j'ai trouvé ça très intéressant. Virginia Woolf a une plume très lyrique et très poétique, ça file le long des pages, on a l'impression que c'est un petit ruisseau qui coule et j'ai énormément aimé ce roman. Virginia Woolf est une autrice très connue, mais je voudrais vous parler de ses love letters qu'elle a échangées avec Vita Sackville-West, que je suis en train de lire et que j'aime énormément. On y voit donc leur correspondance et au fil des pages, on les voit tomber amoureuses. Et je trouve ça absolument sublime. Cette édition est en anglais, je ne sais pas du tout si elle a été traduite, mais c'est une édition d'Alison Bechdel, la personne qui a créé le test de Bechdel, et j'aime beaucoup cette édition parce qu'on remet vraiment dans le contexte et on a l'impression de lire un roman, une histoire. Et quand je me dis à cette époque, donc c'est vraiment, par exemple là je suis en 1926, c'est vraiment le début du XXe siècle, et quand je lis cette histoire, ça me fait énormément plaisir de savoir que des personnes ont pu vivre réellement leur identité et s'affirmer, parce qu'il faut savoir que Vita Sackville-West affirmait totalement son identité de saphiste, donc c'est comme ça qu'elle se nomme. Aujourd'hui on parlerait peut-être de bisexualité ou de pansexualité et je trouve ça absolument génial, surtout de voir Virginia Woolf qui commence à s'ouvrir à Vita et à découvrir cette personne et à se dire mais je me sens tellement bien avec elle. Elle dit également appréciée par la Vita qui est une personne saphiste, elle le dit dans son journal parce qu'on a également des parties du journal et qu'en fait la conversation est fluide, la conversation est bien, il n'y a pas d'animosité entre elles. Juste, elles discutent entre deux femmes et au fur et à mesure, elles fall in love. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Vita, elle le dit à son mari. Son mari est totalement au courant qu'elle est à la fois amoureuse de son mari, que d'un coup elle a un petit crush sur Virginia Woolf. Au début, elle lui dit non, mais je l'aime pas de façon homosexuelle. Elle avait un petit code pour me dire ça dans ses lettres avec son mari. Mais l'histoire continue, donc... Je vous ai donc parlé de 4 figures littéraires qui étaient queer, qui avaient chacun et chacune leur propre identité et qui pouvaient plus ou moins le revendiquer, surtout à l'époque à laquelle elles vivaient. J'ai énormément d'autres noms qui peuvent aussi vous surprendre comme Flaubert, Balzac, mais il y a également des noms comme Audre Lorde, Colette, et j'en passe et j'en oublie parce qu'il y en a énormément dont l'histoire a effacer cette identité quoi. J'ai même découvert, je ne sais plus exactement dans quel livre, c'est un auteur anglophone qui a été traduit en français et il faisait des poèmes pour un homme et en français on a totalement effacé cette partie en changeant totalement le pronom en elle. Donc c'est comme si cet homme s'adressait à une femme alors qu'à la base il s'adressait à un homme. Voici comment on
n'efface l'identité des personnes LGBTQIA+ dans l'histoire. Il faut noter aussi que l'histoire est principalement vue d'un point de vue d'hommes cis, hétéro, blancs. Donc c'est forcément cette vision-là qu'on met sur l'histoire et sur ces personnes. Il est temps de queerifier un peu tout le truc, oui j'invente des mots, et de le voir de notre point de vue à nous. Ce que j'aime beaucoup, c'est que dans le féminisme notamment, on remet les femmes à l'honneur, et ça j'aime beaucoup. Et aujourd'hui je vous ai fait cette vidéo pour remettre les personnes queer à l'honneur, les personnes de l'histoire qui ont été effacées. Aujourd'hui, ces identités sont connues, il y a d'autres identités qui sont moins connues par le grand public. Je vous ai présenté 4 de mes auteurices préférées aujourd'hui et j'espère que ça va vous donner envie de découvrir ces classiques. N'hésitez pas également à me donner d'autres anecdotes sur ces auteurs et ces autrices ou de me donner d'autres noms. Peut-être que je vais les découvrir ou peut-être que je vais pouvoir vous en parler dans une autre vidéo. Actuellement, je suis en train de lire certains de ces auteurs et de ces autrices. C'est principalement des auteurs que j'ai découverts comme Balzac et Flaubert qui étaient queer également, que je suis en train de lire pour pouvoir vous les présenter dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à commenter et à vous abonner si vous voulez découvrir d'autres figures, d'autres autoristes, ou si vous voulez me voir lire des livres avec de la représentation LGBT ou non. En vrai, moi je parle principalement de représentation LGBTQIA+, mais je parle de tout. Le vlog d'avant, moi j'ai parlé du Comte de Monte Cristo que j'ai lu. Petite anecdote sur Alexandre Dumas qui est très peu connu, c'est que son père était noir. A très vite dans une prochaine vidéo, c'était Lyre au Nord. La bise! Ah le bordel.